Bonjour à toutes et à tous. Alexis Ardouin, donc je suis médecin de veille et de sécurité sanitaire à l'ARS Île-de-France, au département veille alerte gestion sanitaire. Un nom un peu long et un intitulé un peu, à mon avis, brumeux pour vous. Tout simplement, je suis du département qui gère déjà en temps normal la veille sanitaire, les crises. Et principalement donc les maladies à déclaration obligatoire. Donc, c'est la veille sanitaire, les mesures de gestion, c'est notre quotidien. Et justement, moi, mon propos, je vais vous l'étayer sur deux axes, qui est d'une part les stratégies individuelles d'adaptation des patients dans le cadre du fameux contact tracing, donc du traçage des cas et des contacts autour des cas confirmés de Covid-19, mais aussi des stratégies individuelles d'adaptation de nous, gestionnaires de crise, parce qu'il y en a eu aussi. Alors, à chaque fois, je vais vous faire le monde d'avant et le monde de maintenant. Le monde d'après, on en parle beaucoup et je sais pas encore ce qu'il donnera. Sur les stratégies individuelles d'adaptation des patients, on a un contexte assez particulier, qui est un contexte initial de la veillée sécurité sanitaire, c'est-à-dire déjà un contexte historique des gestions d'une épidémie. La dernière, c'était H1N1, qui est un contexte qui reste socialement pour tout le monde très négatif dans les mémoires, avec des ratés, même s'il y a eu une réhabilitation a posteriori. On reste dans une notion très négative de la gestion de crise des épidémies. Et la précédente épidémie, c'était vraiment majeur mondial. C'est même pas les autres coronavirus tels que le SRAS, donc le SARS-CoV-1 ou même le MERS-CoV, puisque ça n'a pas fait vraiment de pandémie, mais vraiment celle d'avant, c'est la grippe espagnole. Et la grippe espagnole, c'est nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et là, clairement, la mémoire collective a été oubliée de l'impact. Mais donc, un a priori déjà très négatif, et on le ressent dans les équipes de veille, puisque je vais prendre deux exemples typiques, qui sont dans les maladies à déclaration obligatoire, les deux principales qui nous occupent, avec une troisième qui est la tuberculose, mais les deux principales, c'est la méningite et la rougeole, qui sont celles qui sont à la fois des urgences de santé publique à intervenir, mais aussi des urgences médicales. Et on voit qu'il y a une certaine réticence à l'application des mesures de gestion dans le cadre de ces maladies transmissibles, par-delà le bénéfice individuel direct. Pour une méningite, il va y avoir une antibioprophylaxie à prendre, donc des antibiotiques pour les personnes, voire une vaccination. Donc ça, les patients l'intégraient très bien et l'acceptaient en termes de mesures de gestion. Mais on voyait très bien en tout cas que les enquêtes, en tout cas les pousser des enquêtes de veille sanitaire étaient beaucoup plus compliquées, notamment dans le cadre de la rougeole, qui était une maladie qui, dans beaucoup de sous-catégories, ne fait pas peur, ou en tout cas où il n'y a pas de prise de conscience. Et donc, on voyait qu'on était assez limité par rapport à la théorie médicale, par rapport à la théorie de ce qu'on devait faire en termes de santé publique autour de ces maladies à déclaration obligatoire. On faisait le maximum, et on fait toujours d'ailleurs le maximum, mais il y avait une acceptabilité de la part des patients qui était très limitée, quand justement les mesures proposées ne sont pas celles qui me sont bénéfiques à moi ou à ma famille ou à mon entourage proche, ma collectivité, mon groupe, mais dès qu'on part plus largement. Et on a vu vraiment quelque chose un vrai changement chez les patients, puisque malheureusement, en tout cas pour les collègues du département de veille, on va fêter notre première année de Covid le 20 janvier, puisque c'était nos premières réunions de préparation sur à l'époque, nCoV-19. Et on a vu des stratégies d'adaptation qui étaient tout à fait différentes quant à cet inconnu.
déjà un rapport au risque qui était vraiment très différent et qui était probablement aussi influencé par les messages discordants, donc les fameuses dissonances cognitives dont un autre intervenant a parlé. C'est-à-dire que face à un risque pandémique, il y a eu une peur face à l'inconnu, une peur même irrationnelle qui a été attisée notamment, je pense, par une communication importante et pas toujours cohérente. Mais le pendant, c'est que ça a induit une grande acceptation des mesures de gestion et de protection, ne serait-ce que déjà au sens individuel avant même de santé publique. C'est-à-dire que avant l'année dernière, enfin, ou l'année dernière à la même date, vous m'auriez dit faire porter un masque à toute la population française ou même à toute une famille H24, même à la maison. Je vous aurais pas dit que c'était forcément peut-être possible, tout simplement parce que les patients ne l'auraient pas accepté. Donc, un réel changement avec cette épidémie sur fond d'incertitude, d'inconnu, un rapport au temps qui a été vraiment très modifié, vraiment sincèrement, puisque il y a eu les temps de confinement, les couvre-feux, le télétravail plus ou moins imposé et plus ou moins respecté, et donc aussi avec une redéfinition, je pense, en termes individuels, des priorités et des attentes, et quelque part, la santé individuelle mais collective est redevenue au centre d'un projet au moins personnel, si ce n'est collectif, que c'était quelque chose d'important, que la santé des autres, c'était aussi ma santé, et que la santé des autres, c'était aussi mon affaire, justement, parce qu'on est affaire dans le cadre d'une maladie transmissible, et donc je suis à la fois malade, mais je suis aussi en effet la menace, comme ça a été rappelé. Donc, la troisième chose qui a été modifiée, c'est ce rapport à l'autre. L'acceptation de mesures de restriction de liberté, qui sont même des libertés fondamentales, par-delà le bénéfice indirect individuel, enfin, par-delà le bénéfice individuel direct, c'est-à-dire qu'il y avait les malades, mais on isole aussi actuellement en quarantaine les contacts à risque, donc les personnes qui ont une probabilité de développer la maladie plus forte que la population générale. Et là, on a très tôt, dès les premiers cas autochtones et même importés, on a eu sur les contacts à risque une acceptation qui s'est faite assez naturellement. Et avec nos collègues, et moi le premier, on était assez agréablement surpris au final que ces contacts à risque ne sont pas malades, mais ont accepté pour le bien de la société et pas que le bien de sa famille, pas que le bien de ses collègues, d'accepter des mesures de gestion, des restrictions qui étaient importantes, c'est-à-dire le lavage des mains, le port du masque il y a un an, et le lavage des mains qui semblaient des mesures de gestion presque inacceptables. On ne parlait même pas à l'époque même des confinements, mais vraiment des choses, un vrai changement à la fois dans le rapport au risque, le rapport au temps, et le rapport à l'autre. Et ça, on l'a vu très tôt, dans le sens où le premier cas autochtone en Île-de-France, qui était le premier ou le deuxième cas autochtone en France, c'était un soignant, c'était un professionnel de santé libéral. Il a eu 70 contacts à risque qu'on a suivis pendant 15 jours. Et qu'on a isolé pendant donc 14 jours, et on a été surpris de l'absence de perdu de vue. Donc, une réalité d'adaptation face à l'inconnu et à cette pandémie qui était totalement nouvelle. Sur les stratégies d'adaptation des gestionnaires de crise, deux choses. Donc, le monde d'avant, c'est la situation, et ça, vous en avez déjà traité aussi ce matin, c'est la place de l'expertise scientifique et de l'expertise médicale, qui sont concomitantes, mais qui ne se recoupent pas tout à fait, dans le cadre d'une situation de crise, c'est-à-dire d'une situation d'incertitude.
c'est une situation qui n'est pas simple puisque on est dans l'incertitude. Le but, c'est de prendre une décision en méconnaissance de cause. C'est assumer une part de risque de se tromper et dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que nous, en tout cas moi et mes collègues médecins, on livre une expertise pour faire au mieux des connaissances médicales et scientifiques aux décideurs qui ensuite décident ou non de prendre certaines décisions majeures. Ce rôle d'expert, c'est Alain Soupiot du Collège de France qui le résume bien en 3 mots, qui est qu'il faut être le phare et balise. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être la balise, savoir dire à peu près où on en est ou pas, et le phare, c'est-à-dire où on peut aller, ou en tout cas la direction vers laquelle il faut aller. Il faut éclairer là où il faut aller, mais aussi éclairer là où il faut aller pour dire là où il ne faut pas aller. Le rapport au temps, il est là aussi particulier parce qu'il y a le temps scientifique, donc c'est le temps des études qui prennent, même pour qu'elles soient bien construites, un certain temps, même quand elles sont de niveau faible, entre guillemets, d'apport scientifique. Il y a un temps scientifique qui est un temps de des fois plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et il y a un temps politique et de communication qui, lui, est des fois de l'heure, de la minute. Le but, c'est toujours de dire qu'il est urgent d'attendre, ou au moins qu'il est urgent de prendre le temps pour justement être ce phare et cette balise pour ne pas confondre urgence et précipitation. Et donc le Covid-19, il a provoqué aussi des stratégies d'adaptation dans mon exercice, mais dans notre exercice de médecine de veille. Et il découle du premier point qui est celui le changement des patients, des cas comme des contacts à risque. C'est que d'un coup, le monde a un peu volé en éclats. Tout ce qui était théoriquement recommandé dans la maîtrise du risque infectieux, dans la maîtrise des épidémies, devenait acceptable socialement et donc possible. Il était même possible d'un coup d'aller plus loin. C'est-à-dire que d'un coup, il était possible de s'autoriser à penser à des couvre-feux, des confinements localisés. Il était autorisé de penser qu'on pouvait monter une opération de dépistage majeure d'un coup du jour au lendemain. Il était autorisé de penser qu'on allait fermer des groupes scolaires entiers, des établissements entiers. Et donc, il a fallu se faire violence pour en fait déconstruire le possible du monde d'avant pour créer et inventer le possible du monde d'aujourd'hui. Et en fait, même tout au long de la crise, ça a encore énormément changé. Ce qu'on faisait en mars dernier, on ne le faisait pas en juillet et on ne le faisait pas en décembre. Et avec peut-être la 3e vague, on ne fera pas en janvier. Donc voilà, je pense que ça fait écho à ce qui a déjà été dit, un vrai changement social de la part des patients, des cas et des contacts dans l'acceptabilité, dans la vision de l'épidémie, qui a aussi en fait induit, qui a été presque même plus rapide que celui d'une autorité sanitaire, et donc une nécessité de courir et de s'adapter à ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près mon temps, donc j'espère avoir été clair. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alexis, pour ton intervention. Tu étais tout à fait clair et c'était très intéressant. Alors, il y avait plusieurs questions que je me posais. Alors, peut-être juste une première question. Tu as parlé du fait que la peur pouvait entraîner une plus grande acceptation des mesures de gestion et protection, enfin, du moins si je t'ai bien compris. Et ça m'a fait penser dans la stratégie en 3 points hein, du gouvernement, la fameuse triade du contact tracing qui est destinée à casser les chaînes de transmission.
on a retiré le terme isolé qui pouvait faire peur justement et on l'a remplacé par le terme protégé dans la nouvelle stratégie, hein. Donc on est passé de tester, tracer, isoler, qui a été rebaptisé tester, alerter, protéger. Voilà, et je voulais savoir quel regard tu portes sur ces changements de termes en termes d'efficacité pour lutter contre la pandémie. Alors, les mots ont énormément de portée et d'importance par-delà les définitions scientifiques qu'on peut avoir derrière, et donc c'est important d'être précis. Mais par contre, d'un point de vue juste prévention, promotion de la santé, cette évolution, elle est plutôt positive, en tout cas de ce que je peux en voir. Parce que tracer, en fait, les termes tracé et isolé ont une connotation collective assez négative. Tracer, ça rappelle des choses collectivement, à mon avis aussi de la précédente guerre. C'est un côté où on va rechercher les gens pour essayer de les retrouver, côté un peu enquête policière, alors que alerter, c'est face à un risque. Et en effet, quand on identifie des cas et des contacts, c'est autant pour eux que pour la collectivité, si ce n'est plus encore pour la collectivité pour alerter. De même, isoler, ça a un côté isolationniste, justement négatif. On est tout seul, quelque part emprisonné dans sa cellule ou en fait, ou chez soi, tout seul. Alors que protéger, c'est quelque part la réalité de la quarantaine. C'est-à-dire que quand on fait une quarantaine pour un cas, enfin un isolement pour un cas et une quarantaine pour un contact, la réalité, c'est que c'est plus on fait ça plus pour la collectivité que pour l'individu. Et donc, en fait, quand on s'isole, on protège les autres, surtout quand on est contact à risque. Le fait de s'isoler, c'est, notamment pour les contacts à risque, c'est justement de permettre de rompre les chaînes de contamination, d'être peut-être le dernier maillon de la chaîne de contamination. Et donc, c'est de l'empowerment, c'est-à-dire que vraiment, on est dans cette notion de vous avez le pouvoir de rompre la chaîne de contamination en restant 7 jours à la maison. Et non pas vous êtes puni, vous êtes isolé parce que vous n'avez pas porté un masque parce que quand vous étiez avec une personne malade. Et donc, on inverse la réflexion qui est de dire non pas on vous punit et on vous sépare de la société parce que vous avez mal agi, mais vous avez le pouvoir de protéger tout le monde et donc vous vous mettez en retrait pendant un temps. Merci beaucoup Alexis pour ton analyse très éclairante.